On est avec Jean-Louis Chaumel, Bruno Paradis et Étienne Lessard et on va parler de l'énergie. Alors, à Hôtel Central, on a toujours un... Attendez, donc un petit instant, là. Ah! Hôtel Central, on a toujours beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a une émission pleine d'énergie avec des invités qui ont tous un intérêt, une spécialisation dans ce sujet qui est l'énergie. On va en savoir plus, justement. On commencerait avec vous. Quel est votre lien avec l'énergie? J'étais un peu un des démarreurs des projets d'éoliennes en Gaspésie, des premiers grands projets éoliens au Québec, pour ensuite continuer dans le domaine avec la création d'une petite entreprise issue de l'université, où on a à ce moment-là conçu des systèmes plus petits que les grandes éoliennes qui servent à notamment remplacer les génératrices diesel dans le Grand Nord. On a appelé ça un Green Cube. C'est une machine qui regroupe des panneaux solaires et des petites éoliennes sur un conteneur. Magnifique, vous carburez à l'énergie verte. Et de votre côté, monsieur? Ben, j'ai toujours aimé disons, les dossiers environnementaux. Je me suis toujours intéressé à ces dossiers-là. Je dirais que mes fonctions actuelles font en sorte que le dossier de l'énergie éolienne s'est invité, étant copropriétaire comme préfet là, pour la MRC de la Métis d'un parc au lac Métis, d'un parc au lac Alfred et maintenant deuxième vice-président de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Disons que c'est un dossier qui m'interpelle dans le cadre de mes fonctions. J'ajouterais à ça, comme maire de Price, ben, il y a un petit barrage. Deux petits barrages, Métis 1 et Métis 2, pour lesquels on a beaucoup, je dirais, d'espoir d'en devenir des copropriétaires. Donc, puis c'est un dossier d'actualité quand on pense à l'avenir à la fois de la planète, mais je regarde à l'avenir de mes enfants. Disons que c'est un dossier qui m'interpelle, voire même à quelques moments m'inquiète un peu. Oui, c'est un dossier porteur assurément. Et de votre côté? Ben moi, ça fait longtemps que je suis préoccupé par le volet, justement, l'urgence climatique. Et à voir comment, comme citoyen, il y avait un rôle qu'on pouvait jouer, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faire avancer un peu comme locomotive des projets qui allaient être dans un mode de transition énergétique, socio-écologique. Donc là, en ce moment, avec quelques autres citoyens, on est en train de créer on a créé un organisme qui vise à mettre en place de l'autopartage pour ajouter au transport collectif, au transport actif et aux initiatives de covoiturage pour tenter que les gens puissent peut-être réduire leur consommation d'essence, réduire le nombre d'autos qu'il y a devant leur maison, puis tranquillement, c'est ça, faire que l'énergie, ben, on ait peut-être de moins en moins besoin pour ce qui est de l'énergie fossile. Ouais, mais là, j'ai juste à m'acheter une voiture électrique, je vais tout régler. Peut-être même pour en avoir deux, moi et ma femme, puis pourrait avoir 3 autos électriques, puis mon gars va avoir l'âge. C'est pas comme ça qu'on règle le dossier énergétique? Ben pas que, parce que l'électricité est aussi de l'énergie dont la demande grandit au Québec, et il faut aussi penser à une certaine sobriété énergétique. Il faut mettre beaucoup plus de force puis d'énergie de ce côté-là. Ça manque énormément. On est très timide parce que notre énergie est facile, pas trop chère. Fait que là, faut penser autrement, je pense. Mais justement, l'énergie est facile puis pas trop chère. Je me demande, le projet du Green Cube, quand vous l'avez démarré, il fallait que ça réponde quand même à un besoin. Donc, il doit y avoir un manque à quelque part d'énergie. Ben, il y avait surtout que des entreprises comme TELUS, Bell, etc., Radio-Canada, voulaient construire des tours d'énergie, de télécommunications un peu partout sur le territoire, notamment sur la Côte-Nord et notamment dans le Grand Nord, pour desservir notamment les communautés autochtones. Et jusqu'à tout récemment, ces tours-là, qui sont donc au milieu de nowhere, il fallait les alimenter par des génératrices diesel, ce qui est très coûteux, en plus d'être polluant, etc., etc. Et voilà comment est partie cette aventure. Essentiellement, cette génératrice-là, grosso modo, là, ça fonctionne comment? C'est quoi ses particularités exactement? Donc, on a mis sur un seul et même conteneur en aluminium, donc très léger, tout. Okay. Des panneaux solaires, 2 éoliennes,
plein de batteries à l'intérieur, maintenant qui sont des batteries lithium-ion, et même quelquefois une petite génératrice de secours. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas assez de... Donc voilà un peu le concept, je dirais, une génératrice verte passe-partout et facilement. On en a même installé quelques-unes en Afrique d'ailleurs. Or, ce qu'il faut pour réduire l'utilisation des diesels, et comme vous le savez, l'intermittence de l'énergie solaire et éolienne, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de soleil ou la nuit, il faut qu'on puisse nous alimenter l'antenne de télévision. Ou quand il n'y a pas de vent. Et en plus de ça, dans le Grand Nord, vous avez l'hiver peu de soleil, peu d'ensoleillement ou pas d'ensoleillement du tout. Donc on a 4 mois sans aucune énergie solaire. Alors à ce moment-là, enfin, c'est un phénomène bien connu maintenant dans les énergies renouvelables, c'est que ce soit avec l'éolien ou que ce soit avec le solaire, il faut stocker de l'énergie tant qu'on l'a. Et le coût de ce stockage est très élevé. Donc le problème des batteries est devenu un problème central dans ces unités. Et donc on est maintenant avec des batteries lithium-ion. En fait, tout ça pour vous dire qu'il y a des défis technologiques importants dans toutes ces solutions. Et on est un peu en perpétuelle évolution technologique. Mais on a fait beaucoup de chemin, je pense, parce que si on retourne au début des projets éoliens, au moment où c'était pas encore concret, comme dans le projet, bien sûr, on est quand même au Québec, là, mais je veux dire, il y a eu beaucoup de craintes exprimées par les citoyens. Je pense qu'il y en a peut-être même encore. Là, dans certaines régions, j'ai vu qu'il y a des citoyens qui ont peur de certains effets sur la santé, par exemple, ou sur l'esthétique. Comment ça a commencé, tout ce projet-là éolien, puis où est-ce qu'on en est rendu maintenant dans l'Est du Québec? Bien, je vous dirais que je vais faire appel à ma mémoire, mais à l'époque, j'étais un peu plus jeune et moins impliqué dans le dossier des éoliennes. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, à Sainte-Luce, il y avait eu un projet de la compagnie Kruger, et puis ça ne passait pas dans la population, mais c'était un projet qui était essentiellement privé. Donc, Hydro-Québec allait passer un contrat d'achat d'électricité avec une entreprise privée. Par la suite, il y a eu, je dirais, quelques projets qui ont été lancés, entre autres à Saint-Damas, beaucoup plus privés, mais par la suite, il y a eu des projets communautaires qui ont été mis en place. Là, je pense que c'était les premiers balbutiements de ce qu'est l'Alliance de l'énergie de l'Est aujourd'hui. Parce que je tiens à dire aujourd'hui, ce qu'on a sur l'ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie, maintenant, Montmagny-Lillet, s'il y a un projet éolien, il faut faire affaire avec l'Alliance de l'énergie de l'Est. Et puis l'Alliance demande toujours d'être 50% propriétaire des différents projets. Et l'autre 50%, c'est l'entreprise privée. On a une entente particulière où est-ce qu'actuellement on a un projet, c'est tiers, donc Hydro-Québec privé et l'Alliance de l'énergie de l'Est. Et ça permet à la fois, nous, d'avoir une meilleure adhésion de la communauté parce qu'on en tire des bénéfices. Je parle juste de la municipalité de Presse. Bonamala, c'est environ 100 000 $ par année qu'on a de revenus éoliens. Aujourd'hui, avec les projets éoliens, on est copropriétaires. Puis ça nous permet aussi d'influencer où est-ce que les parcs vont s'installer, d'avoir vraiment de travailler à l'exercice de vision là, au lieu de seulement le subir. Parce que oui, ailleurs au Québec, il y a des projets qui actuellement, il y a plusieurs levées de boucliers parce que on n'a pas consulté personne, voire même le milieu municipal. Puis c'est un privé qui arrive puis qui se fait des ententes avec différents par exemple, propriétaires fonciers, puis il veut implanter des éoliennes. Ça passe beaucoup moins bien. C'est sûr que si une compagnie privée arrive, prend une entente avec un propriétaire privé, il le paye littéralement pour louer ou même acquérir un terrain. Et on installe une éolienne, ben là, c'est parce que ça peut affecter quand même là, le voisinage. Oui, c'est ça. C'est que souvent, ce qui arrive, c'est que le propriétaire, lui, va avoir une éolienne chez lui, donc va recevoir des revenus d'implantation, mais les voisins autour n'auront absolument rien, mais vont quand même avoir vont voir une éolienne dans leur paysage, vont pouvoir avoir des désagréments causés par l'éolienne. Ici, c'est pas la même chose. C'est pas comme ça. Non, puis on travaille beaucoup, c'est principalement sur les terres publiques là, qu'on installe les éoliennes. Donc, c'est des terres qui sont pas nécessairement habitées. Fait qu'on est très sensible à ça au Bas-Saint-Laurent. À l'époque, on pouvait pas prédire exactement si ça allait être rentable, là, parce que les prix de l'énergie n'étaient pas nécessairement les mêmes. On n'avait pas les mêmes problématiques avec le pétrole à cette époque-là. Reste qu'aujourd'hui, peut-être que je me trompe, là, mais c'est comme une évidence. Tu sais, je veux dire, de l'énergie, on va en avoir toujours de plus en plus de besoins. Les coûts du pétrole ne vont pas descendre magiquement. Là. Non, en fait, on est énergivore, là, je dirais, l'humanité au grand complet, principalement, je dirais, les Occidentaux. Et puis, on n'est pas conscient que le prix de l'énergie est très bas pour ce que ça représente, parce que
quand on regarde l'énergie éolienne, oui, on est... puis on est chanceux au Québec parce qu'on a l'énergie hydroélectrique qui est vraiment pas chère là, comparé à ailleurs. De voir l'énergie éolienne arriver avec des prix des fois qui sont un petit peu plus élevés, les gens se posent la question, est-ce qu'on va être en mesure d'être concurrentiel? Mais on le voit bien, effectivement, les coûts d'énergie vont fortement augmenter dans les prochaines décennies. Le pétrole, puis c'est pas une question, au-delà de la question environnementale qui me touche beaucoup, c'est une question qu'il y en a de moins en moins. C'est factuel. Ouais. On n'est plus dans le pétrole conventionnel où est-ce qu'on plantait seulement un tuyau dans le sol et puis on voyait le pétrole sortir. On est loin de cette époque-là. C'est comme chronique d'une mort annoncée là, éventuellement pour le pétrole. Puis oui, les éoliennes, oui, les autos électriques, mais les métaux rares, les plastiques, nos vêtements, c'est tout issu de l'industrie pétrolière. Donc le pétrole est partout. Au-delà des coûts à la pompe, il y a des réflexions profondes à avoir parce qu'il va falloir venir réfléchir, est-ce qu'on choisit de s'habiller avec du pétrole ou est-ce qu'on choisit de mettre de l'essence dans une machine pour aller extraire des métaux rares pour construire des éoliennes ou des batteries de vélo. Donc, il va y avoir des choix éventuels à faire au niveau de l'énergie qui s'en viennent tranquillement, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on on les voit pas vraiment ou on veut pas les voir. L'énergie, c'est complexe. C'est une question, c'est trouver une source d'énergie renouvelable, propre, verte. C'est tough, mais je suis sûr que, mettons, j'y penserais 2 secondes, puis c'est sûr que la solution est pas si loin que ça, là, tu sais. Tu sais, le pétrole, tout ça, non. Tout ce qui est solaire, I guess, c'est pas la meilleure réponse, mettons. Éolienne, ouais. L'huile de patate frite, là. J'avais lu ça un moment donné. Du monde qui allait de cantine en cantine, prenait l'huile de patate frite, mettait ça dans leur chambre. Les aimants, y a-tu quelqu'un qui a déjà essayé de faire de quoi avec les aimants? Si tu twists les aimants? Je sais pas. Mais des aimants forts, mettons. Je sais pas, je pitch ça de même, là. On est à ça, je suis sûr, là, de trouver de quoi. Les égouts, peut-être, là, tu sais. Tu mets un barrage dans les égouts. Dans les égouts, c'est inépuisable. Tout le monde met des affaires dans les toilettes, ça se rend dans les égouts. Tu mets comme plein de barrages en dessous de la terre, personne ne voit ça. Puis il y a une turbine, ça alimente la ville. Je pense qu'on l'a, là. C'est ça, ça que je disais, ça prenait comme 1 minute à y penser. Finalement, c'est ça. C'est vraiment, je pense que je l'ai, là. C'est des barrages que tu mets dans les égouts, puis c'est inépuisable, puis c'est vert. C'est brun. En tout cas, c'est comme une couleur, genre de mix. Crime, je pense que je viens de devenir riche, moi. On l'a trouvé. Concrètement, tu mets la main à la pâte à un projet qui est issu de ça, de ce fait-là, que les énergies fossiles, de toute façon, qu'on soit passionné d'énergie fossile ou non, ça reste qu'il n'y en aura plus. Ça devient de plus en plus difficile, la mobilité. Puis, disons que même si la filière électrique ou batterie est intéressante ou plus intéressante ici, il y a des questions qui rejoignent la consommation, littéralement, comme disait Bruno, là. Oui, il y a des technologies, puis ceux qui travaillent dans le domaine du développement technologique, qui, pour l'efficacité, génial, là. Mais de l'autre côté, il y a des modes de vie qu'il faut adapter. Puis c'est vrai qu'il faut y aller avec différents volets. Oui, la partie peut-être bâton, que quand l'énergie est plus chère, on se met à la réduire pour avoir habité à l'étranger où ça coûtait vraiment cher l'électricité. Personne dans le milieu cuisinait des trucs qui vont dans le four. Tout le monde avait même des habitudes, un mode de coutume de cuisine différente parce que c'était cher. Fait que, oui, il y a ce côté-là, c'est que c'est cher, c'est comme un volet bâton, mais il faut avoir le côté de la carotte qui va permettre de faciliter des façons qui vont être vraiment plus sobres en énergie. Donc, avoir des options dans ce changement de mode de vie-là n'est pas facile, mais il faut avoir des options variées. Beaucoup de nos services municipaux publics travaillent pour développer le transport public. Je pense que dans la région, on va dans la bonne direction de ce côté-là. Il y a le côté, tous les milieux aussi pour le transport actif, mais il y a de dire, nos autos dans notre région, on en a encore besoin, mais peut-être qu'on n'a pas besoin tout le temps, chacun une chez soi, avec la liberté qu'on a de rentrer dans notre auto. C'est le fun, cette liberté-là, on comprend, mais ça pourrait être la liberté de
d'avoir moins de dépenses aussi personnelles, puis l'argent, on peut la mettre ailleurs. Puis la capacité de dire, ben je vais partager ce voyage-là avec un voisin. Je vais aller voir mon quatrième voisin qui a une auto qui dort 95% du temps, puis emprunter, on s'entend, on crée un lien social, on a une autre façon de voir les choses. Fait que l'autopartage vise à penser tous les soirs, de dire, ben comment je vais me déplacer le lendemain? C'est quoi les modes, les options que j'ai, puis avoir une panoplie d'options assez pratiques, faciles idéalement. Un jour, on le souhaite au bout d'un clic, puis que ça permet de se déplacer de façon... Tu dis, on l'espère un jour au bout d'un clic. Peux-tu m'expliquer là, concrètement comment ça fonctionne, l'autopartage? Il y a des autopartages qu'on connaît bien au Québec. C'est l'autopartage qui est basé à Montréal, Québec, dans 7, 8, même 4-5 grandes villes là, pour l'instant, là, qui est l'autopartage. Puis Monopole, c'est pas mal Communauto qui semble bien faire son travail. Communauto, qui est la compagnie, qui est des autos avec placées dans la ville, dans le milieu urbain de façon stratégique, puis qu'on peut en ligne réserver, puis la prendre pour 1 heure, 30 minutes ou pour 3, 4, 5 jours ou un voyage jusqu'à l'île du Prince-Édouard 2 semaines. Donc, c'est une formule qui existe, sur laquelle aussi on réfléchit, on travaille, on a des liens. Il y a la formule aussi qui existe, qui est moins connue, qui est de prêt par les pairs. Donc, on peut aller voir dans notre voisinage avec une plateforme qui a une auto qui met en personnel, qui prête à son voisinage, elle prête avec un échange monétaire, une tarification monétaire, une compensation. Ouais, pour les bienfaits de la conversation, une espèce de Airbnb de l'auto. De l'auto, mais de façon qui ne vise pas à faire de l'argent, qui n'est pas un grand but lucratif à une plateforme américaine, mais qui est avec un volet communautaire qui sert au milieu, mais qui a quand même un avantage de part et d'autre pour celui qui emprunte puis pour celui qui apprête. Puis, il y a aussi une formule potentielle qui existe où il y a plein de gens qui font de l'autopartage de façon très informelle, qu'on ne les connaît pas, mais on avait quelqu'un impliqué chez nous qui disait « Ah, ben moi, ça fait 10 ans que j'ai pas d'auto, mais j'ai un chalet, puis j'y vais à tous les mois, puis j'emprunte l'auto de ma deuxième voisine. On s'est entendu sur un prix, on s'est fait un petit contrat maison, elle a appelé ses assurances, tout ça est réglé. » Fait que de créer peut-être un kit facilitant ce genre d'entente-là aussi, c'est une formule sur laquelle on travaille. Fait que faciliter selon les réalités, les besoins, les formules qui pourraient être adaptées à dire on va vivre peut-être sans auto ou on va vivre avec juste une, on va éviter d'avoir la deuxième ou même la troisième. Changer les modes de vie. Ben oui, changer les modes de vie. On n'aura pas le choix. Non, c'est ça. Soit on va le choisir ou on va le subir. Voilà. Puis ceux qui ont pas la facilité d'avoir 1, 2, 3 autos en rentrée, ben ils se mettent à réfléchir à OK, là, aujourd'hui, ça pourrait être l'autopartage. Demain, ça peut être le transport en commun. Hey, il fait beau, je vais prendre mon vélo, je vais marcher une demi-heure jusqu'au travail aujourd'hui. Ils se mettent à utiliser une diversité de modes de transport qui fait qu'on réduit notre utilisation du pétrole. La question des jeunes aussi est importante parce que le coût de l'énergie, même électrique, parlons à court terme, là. Je ne veux pas dans 10 ans, là. Dans très peu de temps, le prix de l'électricité au Québec va monter énormément. Et les gens vont être forcés de réfléchir, OK, comment je peux faire? Diminuer ma consommation, faire de l'autopartage, utiliser des voitures électriques, enfin, toutes sortes d'options. Mais la réflexion va nécessairement venir. Et je pense même qu'il faut même commencer à préparer les jeunes. Par exemple, en ce moment, nous, on est en train de développer des cours ou des classes où on initie les jeunes, les tout jeunes dans les écoles secondaires, à c'est quoi une éolienne, comment ça fonctionne, est-ce que ça prend du vent, pas de vent, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent, comment ça s'installe, ça se monte, etc. L'idée, c'est aussi d'abord de les sensibiliser au fait qu'ils ne pourront pas utiliser l'électricité sans fin, ils devront trouver des solutions, que ce soit l'installation de panneaux solaires sur la maison de papa et de maman, que ce soit l'utilisation de voitures électriques ou autres, ou que ce soit installer des éoliennes. Je pense que ce que vous mettez en lumière, c'est l'importance aussi chez les jeunes de développer cet intérêt-là, d'avoir une littératie, numératie pertinente et sur les enjeux technologiques, puis qu'ils soient attirés vers ces domaines-là. Je me permets, c'est pas juste pour les jeunes, parce qu'il va y avoir un exercice de vision comme société à faire, parce que ceux qui installent actuellement
des fournaises à l'huile, il va falloir, on ne pourra pas leur dire, ben, t'as plus d'emploi, bonne chance dans ta vie. Exact. Il va falloir, comme société, réfléchir. Est-ce qu'on installe, par exemple, plus des pompes à chaleur? Ben, si c'est le cas, ben, est-ce qu'on peut reformer des gens qui actuellement installent des chaudières à l'huile pour devenir des meilleurs techniciens pour faire? Fait il y a une réflexion. C'est pas un enjeu qui est local ou c'est pas une mode sur quelques années. C'est quelque chose qui va nous frapper à très long terme. Moi, je pense qu'inévitablement, bien sûr, la solution réside dans l'augmentation des grands parcs éoliens, l'augmentation de parcs solaires, de grandes solutions de stockage d'énergie. Dans les prochaines années, ça va être à eux aussi, ces jeunes-là, de trouver localement des solutions parce que les solutions ne viendront pas seulement des grandes politiques et stratégies nationales. La bataille va être assez dure que c'est intéressant de pousser ces jeunes à être créatifs, à trouver des solutions. Un jour, ça peut être des panneaux solaires, un autre, ça peut être une petite éolienne, un troisième, ça peut être de mettre un bout de petite turbine sur je ne sais quel petit ruisseau. Mais on passe un peu le flambeau, si vous voulez. Et puis on passe aussi, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience. Par exemple, nos jeunes actuellement, tout le monde est sur leur tablette, leur téléphone, etc. Ils ne se rendent pas compte que toute heure passée à s'échanger des vidéos génère des quantités astronomiques d'énergie ou nécessite des quantités astronomiques d'énergie. Donc, si vous voulez, moi je pense que les solutions sont multiples. On s'en va vers des grands parcs et des grandes solutions nationales, mais on s'en va aussi vers une prise de conscience de chacun, de sa consommation d'eau chaude, de sa consommation de voiture. Une responsabilisation. Voilà. Et de leur dire, ben, écoutez, il va falloir que vous trouviez des solutions. D'ailleurs, vos ancêtres, quand ils sont venus ici au Québec et qu'ils ont colonisé, et il fallait bien qu'ils trouvent des solutions, ben, on s'en vient, leur approche, ou non, cette énergie ne sera pas gratuite comme elle est presque actuellement, et vous allez devoir faire des efforts d'imagination, de créativité pour trouver des solutions. Dans toutes les ramifications que ça touche, il y a des changements qui sont déjà en marche, là, mais qu'il faut accélérer. C'est tout le volet aussi des lieux qu'on habite. Être deux personnes dans une maison à 10 pièces, puis laisser l'utiliser juste à un quart, ben il va falloir commencer à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut vivre dans l'avenir? Est-ce qu'on peut, comme les constructions, là, que les projets d'écoquartier dans la Métis ou dans Rimouski-Neigette, c'est de dire, ben oui, on va avoir chacun un appartement privé, ça va rester ça, un espace privé pour la famille ou le couple, mais les espaces partagés, l'atelier, la grande cuisine pour les mamans, les chambres d'amis, on peut-tu mettre ça en commun puis avoir un espace partagé parce qu'on n'a pas besoin de multiplier ça par le nombre de foyers qu'on a. Fait que ça va faire qu'on va réduire nos factures d'électricité, notre utilisation d'énergie, de matériaux, donc c'est sûr, c'est des nouvelles constructions, puis ça a de l'impact, mais si on en a besoin, puis si on peut faire des changements dans ce sens-là, ben c'est des contributions à réduire un peu plus de sobriété, puis de plus d'humain commun, puis quand on aura des grands enjeux de « Eh mon Dieu, ça coûte cher la nourriture, eh mon Dieu, il va falloir voir comment on se déplace maintenant », ben on aura déjà un réseau social dans lequel on va habiter plus proche, plus de proximité, puis ça va créer des solutions solidaires qu'il faudra créer collectivement. Bon, ben, en tout cas, pour la sobriété, on repassera. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir partagé justement vos connaissances sur l'énergie. C'était absolument fascinant. Merci. Merci. Tu viens nous parler d'énergie aujourd'hui, puis je suis super content parce que je suis écœuré. Mon réalisateur, après les tournages, me force à frotter des ballons pour charger sa Tesla. Non. Je te jure. Ça, c'est chiant. C'est vraiment gossant parce que c'est long, je suis fatigué. Fait que j'ai hâte d'apprendre des nouvelles sources d'énergie. Je sais pas si ce que je vais te présenter, ça va tant te plaire. Si frotter un ballon, ça t'emmerde un peu. Ah. Parce que le premier truc que j'ai envie de te donner pour créer de l'énergie, c'est d'utiliser des oignons. Fait qu'on passe de ballon à oignon. Le jus d'oignon peut être converti en méthane qui peut ensuite servir à créer de l'électricité. Ça va être ça? Non, je ne savais pas. Mais c'est qui le premier qui a pris un oignon puis qui a décidé de se faire un jus d'oignon? Les scientifiques, man. Les scientifiques. Il y a des trucs que je comprends pas. Ça se fait déjà dans certains pays, utiliser du jus d'oignon pour créer de l'électricité. Il y a une entreprise californienne qui économise plus d'1 demi-million de dollars sur ses factures d'électricité.
en utilisant l'oignon. Il faut aussi savoir que l'entreprise, c'est un grossiste en oignons, fait que ça aide, j'imagine, en quelque part. Mais quand même, ça prouve qu'on peut économiser beaucoup d'argent avec du jus d'oignon. Un moyen peut-être un peu plus propre, on l'a déjà vu au cinéma, on l'a déjà vu dans des émissions de télé, mais c'est vraiment quelque chose qui se peut d'utiliser son vélo pour créer de l'électricité. C'est la puissance des pédales. Donc, quand on relie un vélo à un générateur, l'électricité qui est générée par le pédalage, bien, ça peut alimenter de petits appareils électroménagers et des appareils électroniques aussi, des appareils électroniques ménagers. Mon enfant veut jouer à la tablette, bien, pédale. Pédale. Non, mais pour vrai, ça a été prouvé qu'en pédalant, on peut faire fonctionner des mixeurs, des appareils cellulaires, des machines à laver aussi. Tant que ça? Ouais. Ouais, mais là, il faut pédaler sur un moyen temps. Là. Ben, Tour de France dans ton salon. Là. En même temps, entraînement cardio, réduction des combustibles fossiles. Bon point. Absolument. T'es-tu un gars qui aime danser, toi? Clairement. Une chance, tu me dis oui, si tu m'avais dit non, ça m'aurait tellement coupé, puis là, ça aurait été gênant. L'énergie cinétique peut créer de l'électricité. C'est un concept qui a été mis en œuvre dans des discothèques en Europe. Fait que, mettons que je te résume ça, quand les clients dansent sur le dance floor, qu'il y a des rapprochements, les mouvements peuvent produire assez d'électricité pour faire fonctionner la musique dans la discothèque puis les lumières aussi. Tant que ça? Tant que ça! Mais non, on sous-estime donc bien nos pertes d'énergie. C'est une technologie qui est en cours de développement en ce moment parce qu'on voudrait installer des générateurs d'énergie cinétique dans des endroits où des espaces publics où il y a beaucoup de gens, donc beaucoup de mouvements, et ça pourrait créer, tu sais, mettons, des gens dans un parc pour alimenter les lampadaires du parc juste par leur déplacement. C'est fou pareil, l'énergie cinétique. On devient des batteries humaines. Exact. Ça va être pratique pour les robots. Tout à fait. Sinon, on parlait tantôt d'oignons. Dans le même domaine des odeurs un peu moribondes, j'irais pour le fumier de vache, qui peut aussi être utilisé pour l'électricité. Les déchets des vaches peuvent être utilisés pour créer donc ta lumière que tu as besoin. C'est un processus qu'on appelle la récupération du biogaz. Et le fumier, on le dépose dans un réservoir qui est chauffé puis transformé en gaz. Et ce gaz-là peut ensuite être utilisé pour alimenter un générateur qui produit de l'électricité. Oui, et maintenant, il faut juste avoir une vache. Une vache Ouais. qui produit du lait fumier. Et du fumier. Oui, c'est ça. C'était exactement. Savais-tu qu'en sortant tes poubelles, tu génères de l'énergie? Ah oui, hein? Les déchets, c'est un problème très critique à notre époque. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis tout le temps flabbergastée la journée où il faut sortir les poubelles sur le bord du chemin, de voir la quantité de poubelles qu'on produit, la quantité de déchets qu'on jette. Bien, on peut utiliser nos déchets pour créer de l'énergie puis être plus respectueux aussi envers l'environnement parce qu'on réduit la quantité de déchets qu'on produit. C'est l'armée américaine qui a alimenté des générateurs avec ces déchets pour ses opérations pendant les guerres en Irak. Wow, OK. Fait qu'eux autres, ils ont pris les déchets, ils ont créé de l'électricité puis ils ont pu aller combattre. Plutôt que de voler du pétrole. Ou de tenter de faire un traité de paix. Par exemple. On jase. Il y a certaines municipalités en ce moment qui utilisent leurs déchets, qui brûlent leurs déchets pour produire de l'électricité. Donc, c'est déjà en marche. Finalement, la façon la plus inusitée, selon moi, de créer... En fait, je ne savais pas que ça se pouvait, créer de l'énergie avec ça. Il faut que tu récoltes les méduses dans l'océan. OK. La protéine fluorescente qui fait briller les méduses peut être manipulée et on peut libérer de ça des électrons avec lesquels on produit de l'électricité. Le domaine médical bénéficie déjà de cette technologie. Les piles à combustible qui sont fabriquées à partir de la protéine fluorescente de la méduse sont utilisées pour alimenter de tout petits appareils médicaux pour détecter puis même gérer certaines maladies. Fait que la méduse est déjà impliquée dans le processus médical à notre insu. J'ai hâte d'avoir ma méduse pour runner mon pacemaker. mais... Ça va être parfait. Mais encore là, j'aimerais qu'on revienne à la base. C'est qui le premier qui est allé pêcher une méduse puis qui s'est dit « Moi, il a arraché son petit bout lumineux, mais on va voir ce que je peux faire avec ça, mettons. » Encore une fois, les scientifiques, c'est des bêtes étranges. Ça me dépasse. C'est très brillant.